Bonsoir et bienvenue sur RTI 1, il est 23h, en titre de ce journal. Une étude approfondie sur l'extrême pauvreté en Côte d'Ivoire vient d'être lancée par la ministre de la Solidarité. Le registre social unique permettra de mieux lutter contre la précarité et de constituer une base de données unique sécurisée sur les conditions socio-économiques des ménages. La région du Poro va bénéficier de 124 forages à motricité humaine, dont 60 pour le seul département de Korogo. Les travaux ont été lancés par le ministre de l'Hydraulique dans la sous-préfecture de Tioro. Coût de réalisation 1,6 milliard de francs CFA, un don du Japon à la Côte d'Ivoire. Et puis, plusieurs pèlerins ivoiriens se dirigent de plus en plus vers la Turquie à la découverte des vestiges de nombreuses communautés chrétiennes, notamment sur les traces de Saint-Paul. Un voyage d'une dimension hautement spirituelle à découvrir dans cette édition, avec nos envoyés spéciaux à Izmir et à Istanbul. Voilà pour les titres. Merci de regarder RTI 1. Il y a 3 ans, l'Institut national des statistiques lançait une étude sur le profil de la pauvreté dans notre pays. Les données recueillies sur l'ensemble des 31 régions doivent ensuite conduire à une synergie d'action dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Les activités entrant dans le cadre de la mise en œuvre de cette synergie ont été lancées par la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Le compte rendu de Théodore Zouzou avec le commentaire de Jean-Marc Djadji. Le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté veut apporter une réponse durable à l'épineuse question de la pauvreté en Côte d'Ivoire. Une étude portant sur l'élaboration du profil de pauvreté et de ses déterminants est donc mise en place. Notre ambition à travers la série d'études initiées est de mieux comprendre et agir pour réduire les inégalités en créant des opportunités avec des actions innovantes et efficaces en faveur de la solidarité, de la lutte contre la pauvreté, localement d'abord. Le Bafing, le Kabadougou et le Tonkwi ont le niveau de pauvreté les plus élevés selon l'Institut national des statistiques. Devant cette initiative de recherche des causes et propositions de solutions par région, le Programme des Nations Unies pour le développement partenaire réitère son engagement aux côtés de la Côte d'Ivoire et, séance tenante, fait don de matériel informatique. L'initiative de cette étude pour définir le profil de pauvreté des régions et de leurs sous-préfectures est le résultat d'un partenariat important entre nos deux institutions. Il est orienté vers le développement de politiques et de solutions adaptées mais audacieuses qui permettent d'adresser durablement le défi de la pauvreté. Le gouvernement est déjà à la tâche pour apporter un bien-être aux populations à travers les filets sociaux. Avec ces données sectorielles, la lutte contre la pauvreté pourra atteindre ses objectifs. Il s'agit de façon très concrète de constituer une base de données unique, sécurisée sur les conditions socio-économiques des ménages en vue de son utilisation pour le suivi et la prise en charge des bénéficiaires des programmes sociaux, en vue de faciliter la mise en œuvre du RSU. L'extrême pauvreté en Côte d'Ivoire concerne les personnes dont les dépenses de consommation annuelles sont inférieures à 194 798,6 francs CFA selon l'INS. 5 mois sont requis pour l'étude qui, à terme, permettra aux décideurs d'avoir un document de base. 1,6 milliard de francs CFA pour la réalisation de 124 forages. C'est le don que vient de faire le Japon à la Côte d'Ivoire. L'enveloppe permettra de réaliser 60 forages à motricité humaine dans la région du Poro, plus précisément à Korogo. Les travaux lancés par le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, vont durer 6 mois. C'est une correspondance d'Ami Sissoko. Sans un saut, dans la sous-préfecture de Tioro, à 12 km de Korogo. C'est ce cours d'eau qui approvisionnait le village en eau, une eau impropre à la consommation. Cela ne sera plus qu'un mauvais souvenir dans ce village de près de 400 habitants. Grâce au projet de réalisation de 124 forages équipés de pompes à motricité humaine, dont 60 dans le Poro, 40 dans le Tchologo et 24 dans le Tonkui. Les travaux de ce système hydraulique pour garantir l'accès à l'eau potable aux populations rurales dans le Poro sont lancés par Laurent Tchagba, ministre de l'Hydraulique. L'eau est source de vie. En la procurant à toute personne,
Vous contribuez inéluctablement à son bonheur. Merci pour Sanzazo qui en avait tant besoin. 124 forages au profit des populations rurales. Un don du gouvernement japonais d'un montant d'1,6 milliard de francs CFA, dont 638 640 000 francs CFA investis pour la réalisation des 60 forages du Poro. Ce projet s'inscrit dans le programme Eau pour tous du gouvernement. Le projet va permettre de garantir l'accès à l'eau potable d'ici, dans le département de Korogo, à 15 859 personnes vivant essentiellement en milieu rural, ce qui va réduire les maladies hydriques. Aussi, grâce à ce projet, nos sœurs et nos mères qui souffrent énormément des corvées d'eau auront accès à l'eau potable. Les travaux qui seront réalisés par Forassi vont durer 6 mois. Cette entreprise travaillera sous le contrôle du ministère de l'Hydraulique et la supervision du ministère de l'Économie et des Finances en liaison avec le comité de pilotage des dons japonais. On reste dans l'extrême nord du pays avec la commune de Congo qui a désormais son complexe culturel et sportif. L'infrastructure réalisée à hauteur de 194 millions de francs CFA est un don de la Fondation Lonasi à la localité. Il a été inauguré par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. C'était en présence des responsables de la Lonasi et des populations. Kader Sogodogo. Un complexe culturel et sportif flambant neuf, comprenant un foyer polyvalent, 3 salles de formation à la couture, des terrains de handball et de basketball. Coût de réalisation, 194 millions de francs CFA. Il est offert gracieusement à la cité historique de Kong par la Fondation Lonasi. Il s'agit pour moi de me réjouir de l'opportunité donnée à la Fondation Lonasi d'apporter sa modeste contribution à l'amélioration du bien-être de la population et à la transformation qualitative de la belle cité de Kong. Le complexe culturel et sportif que nous inaugurons ce jour sera assurément l'une des infrastructures les plus importantes pour l'animation culturelle et sportive de la ville de Kong. Pour le premier magistrat de Kong et ses administrés, c'est déjà Noël avant l'heure. Je vous exhorte tous ensemble de veiller au bon fonctionnement et à la bonne utilisation de cet espace qui est le nôtre au profit de l'éducation et de l'épanouissement de nos enfants et de notre jeunesse et qui fait aujourd'hui la fierté de notre cité. L'infrastructure est inaugurée par un acteur de développement, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, président du conseil régional du Djologo. Bien entendu, il encourage la Fondation Lonasi à poursuivre sur sa lancée. Monsieur le directeur général de la Lonasi, nous ne sommes pas surpris de cet élan de solidarité que vous manifestez à notre égard depuis de nombreuses années. Et vous dire que, bien entendu, nous attendons encore que vous nous fassiez encore d'autres réalisations. La Lonasi, créée le 20 mars 1970, est spécialisée dans les jeux de hasard. Structure étatique, une partie de ses bénéfices est distribuée entre les gagnants aux différents jeux et l'autre partie accompagne l'État dans la réalisation d'infrastructures sociales, comme c'est le cas ici à Kong et un peu partout en Côte d'Ivoire. On parle maintenant d'éducation avec le collège moderne de Koni, chef-lieu de sous-préfecture dans le département de Korogo qui a été inauguré samedi. Il vient offrir un meilleur cadre de travail et d'apprentissage aux élèves de la localité. Il a été inauguré par le ministre de la Communication. Amadou Koulibaly avait à ses côtés les ministres Mariatou Kone et Adama Diawara. Siekwasi, Patricia Omoitia. Par ce geste, Amadou Koulibaly, ministre de la Communication, des médias et de la francophonie, inaugure le collège moderne Amadou Gon Koulibaly de Koni, une sous-préfecture dans le département de Korogo. Un établissement à base 4, sorti d'un plan conçu par l'ex-premier ministre Amadou Gon Koulibaly. Sa réalisation a été faite par l'entreprise Contractor dans une architecture préfabriquée qualifiée de système modulaire. On a dépassé les préjugés de ce qu'on appelait à l'époque les préfabriqués. Aujourd'hui, c'est des solutions modulaires. Ça peut durer tout le temps. Le tout, c'est de mettre un peu d'entretien.
Ce joyau architectural, adapté aux conditions atmosphériques, est bâti sur une superficie d'environ 4 hectares. Il abrite 11 bâtiments comprenant 16 salles de classe, une administration, une infirmerie, des vestiaires et des aires de jeu. Un cadre qui offre aux apprenants et au personnel d'excellentes conditions d'études. Il s'agit in fine d'honorer la mémoire du grand homme dont il porte le nom et de perpétuer les valeurs qui l'ont révélé au monde entier, c'est-à-dire la rigueur, la responsabilité et la recherche de l'excellence. Nous sommes très heureux qu'un projet pareil, celui donc de la construction de collèges de proximité qui lui tenait tant à cœur, soit arrivé à son terme pour ce qui concerne Koni, d'Asungo, à la satisfaction des populations et donc des élèves de la région. Bientôt un lycée de jeunes filles à Korogo en hommage à l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le collège de Koni ouvert fait partie de 28 établissements à construire à travers le pays par la même entreprise. 18 ont été réceptionnés et les 10 autres d'ici mars 2022. On s'intéresse maintenant au salon du chocolat à Paris. Le processus de transformation du cacao au chocolat a été longuement expliqué aux enfants qui ont pris d'assaut le salon du chocolat. C'était au cours d'une masterclass qui s'inscrit dans le cadre de la promotion du cacao ivoirien. Une 26e édition du salon du chocolat qui referme ses portes demain lundi. Envoyé spécial à Paris, Walter Amadou Ouattara. Présentation d'une cabosse de cacao suivie de la dégustation de fèves fraîches. Nous sommes à la masterclass du Conseil à Café Cacao au Salon international du chocolat de Paris. Il est expliqué aux enfants le processus de transformation du cacao en chocolat. Après la phase théorique, ces tout-petits ont été amenés à s'imprégner des différentes étapes de fabrication d'une tablette de chocolat. Ils ont même fait des propositions de prix de leur réalisation. Votre tablette, elle va coûter combien? S'il vous plaît, Nabintou et Michaela. Elle va coûter combien? 4,50 €. 4,50 €. C'est cher. Voilà, alors, pourquoi votre tablette va coûter 4,50 €? Parce qu'on n'est pas méchants. Une expérience enrichissante pour ces filles et garçons. À l'atelier, j'ai appris que comment on fait le chocolat, qu'on prenait les cabosses, qu'on les décrochait des arbres, qu'on les emmenait quelque part, on enlevait les fèves, qu'on faisait griller les fèves. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris que le chocolat noir, c'était le chocolat qui est le plus bon pour la santé. C'est une chance qu'on offre. Quand le pâtissier fait du chocolat, c'est un moment magique, un moment unique et un moment spécial parce que c'est de chocolat très bon et en plus c'est fait par la maison, c'est fait par le pays. La Côte d'Ivoire, premier pays producteur de cacao avec 40% de la production mondiale, fait la promotion de l'itinéraire d'un cacao d'exception et toutes les occasions ont été mises à profit lors de ce 26e salon du chocolat de Paris. Vous l'avez entendu, le chocolat est bon pour la santé. On fait justement le point de la situation de la Covid-19. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce dimanche 31 octobre 5 nouveaux cas de Covid-19 sur 1112 échantillons prélevés, soit 0,4% de cas positifs, 37 guéris et 0 décès. À la date du 31 octobre, la Côte d'Ivoire compte donc 61 297 cas confirmés, dont 60 015 personnes guéries, 695 décès et 587 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est d'1 090 833. Le 30 octobre, 31 188 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 3 309 026 doses. Du 1er mars au 30 octobre, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner. Il rappelle que le vaccin contre la Covid-19 est gratuit et volontaire. Le mois d'octobre est largement dédié à la lutte contre le cancer du sein et les associations d'alerter sur les actions qu'elles mettent en place pour soutenir la recherche. C'est le cas d'une ONG qui vient de lancer ses activités à Abidjan. Elle appelle à lutter contre les formes les plus graves de la maladie à travers la sensibilisation et le dépistage. Plus de détails avec Patricia Omouitia.
Le lancement des activités de l'ONG Savoir Donner en ce mois d'octobre n'est pas fortuit. Il intervient dans cette période de l'année dénommée Octobre Rose, un symbole fort de la lutte contre le cancer du sein. C'est des pathologies qui coûtent excessivement cher et ça me fend le cœur de voir quelqu'un qui vient me voir et puis n'a pas les moyens de se soigner. Donc c'est à partir de là que j'ai décidé de créer l'ONG Savoir Donner. Le lancement officiel des activités de cette association a donné lieu à des témoignages édifiants de personnes ayant bénéficié des bienfaits des plantes médicinales. Pour l'ONG Savoir Donner, c'est le début d'un autre challenge, c'est-à-dire aller à la rencontre des populations pour des séances de sensibilisation et de prévention sur les pathologies tumorales et hépatiques. Il faut être patient. Avec les plantes, ce n'est pas des traitements à court terme, mais c'est des traitements à long terme. Donc il faut patienter, c'est au fur et à mesure que les principes actifs font leur travail. Et au fur et à mesure, je fais des recherches pour trouver d'autres nouvelles molécules pour essayer de rendre les médicaments plus efficaces. La présidente de l'ONG Savoir Donner souhaite former une chaîne de solidarité à travers la Côte d'Ivoire pour redonner de l'espoir aux personnes souffrant de cancer et de bien d'autres maux. Diallo Lobo Galé plaide également pour une franche collaboration entre la médecine classique et la médecine traditionnelle afin d'aider efficacement les malades à recouvrer la santé. Chimiste et naturothérapeute, les résultats de ses recherches lui ont valu plusieurs grands prix à l'international, notamment le Grand Prix spécial de l'invention reçu en Corée en 2018. Santé toujours, et cette question pour continuer, comment diminuer la population des moustiques vecteurs du paludisme? C'est l'équation que tente de résoudre le ministère de la Santé. Après donc la distribution de masse de 19 millions de moustiquaires, il va procéder à la démoustication dans 6 régions du pays, des régions à haut risque. Michel Mambo. Eau stagnante, touffe d'herbe. Tout ce qui peut retenir l'eau profite à l'anophèle femelle, vecteur du paludisme, pour se reproduire. C'est vrai que les moustiquaires nous protègent du paludisme, mais pour intensifier cette lutte, il faut également réduire la population de moustiques. La démoustication va donc consister à détruire les moustiques dans les lieux d'habitation, dans les lieux de reproduction, dans les ménages. Des agents de santé communautaire sont sur le terrain pour donc sensibiliser et aider les populations à détruire les potentiels gîtes larvaires dans leur environnement. Quand le moustique va venir, il va venir ici, il va venir dormir, après il va aller te piquer. S'il t'a piqué, il va te donner une panique. Et ce n'est pas bon pour toi. Ce n'est pas bon pour une femme enceinte, ça là, il va baisser. Vous avez là des bassines d'eau, et recueil de l'eau. Mais la différence, c'est que ces bassines-là sont protégées, sont fermées. Donc c'est ce qu'on recommande à la population. Lorsque l'eau a été recueillie dans un récipient, il faut protéger cette eau-là. Prochaine étape de cette campagne de démoustication initiée par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, la pulvérisation des lieux de reproduction des moustiques et la fumigation pédestre et motorisée pour détruire les moustiques adultes déjà en activité. Cette opération a été précédée de plusieurs séances de plaidoyer et de formation dans les régions sanitaires concernées, notamment le Kabadougou, le Folon, le Worodougou, le Lodjibois, l'Anawa et le Boklé. Reste maintenant l'implication des populations pour la réussite de cette activité de lutte anti-vectorielle. On parle maintenant de développement dans la région du Gao. La ville de Bayota vient de se doter d'une mutuelle. Le président de l'organe a été investi dans ses fonctions par les ministres Alcil Djidje et Amédée Kwaku Kofi. Les 2 membres du gouvernement ont exhorté le président de la mutuelle à rassembler autour de lui toutes les obédiences politiques, ethniques et religieuses pour conduire la commune de Bayota à un essor socio-économique. Mahama Traoré. Bayota, une commune désormais dotée d'une mutuelle de développement. Pour diriger cet instrument nommé MUDEBA, le choix des cadres et des populations s'est porté sur Romain Digbe Daye. Ce préfet de fonction rêve grand pour Bayota, sa terre d'origine. Nous avons besoin aujourd'hui plus qu'hier de nous retrouver pour construire notre village. Tel est le défi de notre génération.
qui doit avec courage et lucidité porter Bayota aux frontières nouvelles du développement et du modernisme. Alors, comme un grand peuple, nous allons nous rassembler, nous remettre en marche. Cet appel à l'union et au rassemblement est soutenu par les ministres issus du district du Goy-du-Bois présents à cette cérémonie. Pour Alcide Djedje et Amédée Kofi Kwaku, c'est seulement à ce prix que l'essor de Bayota sera possible. Ce que Romain est en train de faire, je salue vraiment son leadership. Parce qu'il a réussi à rassembler tout le monde ici aujourd'hui, autochtones, allogènes, mais surtout des membres des différents partis politiques. Il faut bien que les gens viennent construire des usines pour que nos enfants puissent travailler. Mais s'il y a la guerre dans notre pays, qui viendra mettre son argent ici en Côte d'Ivoire? Les gens iront ailleurs. Il n'y a pas deux Bayota en Côte d'Ivoire, il y a un seul Bayota. Si nous brûlons Bayota, nous allons où? Si nous brûlons Bayota, nous allons où? C'est pour ça que nous qui sommes les hommes politiques, les discours que nous devons tenir sont des discours de paix, des discours de cohésion, des discours d'entente, des discours de développement. Pour ce qui est des actions prioritaires à réaliser par la mutuelle, il s'agit entre autres de doter Bayota d'une ambulance médicalisée, d'un préau moderne et d'étendre son réseau électrique. Mais en attendant, la MUDEBA soulage le centre de santé urbain avec ce matériel sanitaire. Et on se rend maintenant à Grand Bassam. Après une semaine de retraite, le tambour sacré de l'Abissa a été remis au peuple par Sa Majesté le Roi à Montanoé. Pendant donc une semaine, les Nzima Kotoko vont danser l'Abissa pour célébrer leur nouvel an. Plus de détails avec Victorien Angwa. Après la phase silencieuse marquée par le Siedou le 24 octobre dernier, le Dongolais est ressorti ce dimanche 31 octobre. C'est le Gwazo, une deuxième phase qui ouvre la danse de l'Abissa. Les dépositaires de l'Abissa, les Mvavilé, sont les véritables témoins de cette cérémonie, parce que c'est à eux que la danse a été révélée. Les Mvavilé n'ont pas voulu rester dans la clandestinité, ils vont confier officiellement le tambour sacré au roi et celui-ci va le remettre au peuple. La famille Mvavilé, sous le rythme de la procession, est venue donc présenter à Sa Majesté, est venue confier à Sa Majesté la danse de l'Abissa qui venait de lui être révélée. La Majesté, à son tour, en tant que garant de l'unité du peuple, en tant que garant donc politique et spirituel de tout le peuple nzema, va se saisir donc de cette danse qui lui a été confiée et la redonner au peuple pour qu'elle ne soit plus le fait non seulement de la famille Mvavilé, mais qu'elle soit le fait de toutes les familles nzema. Comme l'on peut le voir, pendant une semaine, les Nzima Kotoko et leurs invités vont exécuter les pas de l'Abissa. Une semaine au cours de laquelle il y aura la critique sociale et la présentation des 7 familles qui forment le peuple Nzima. Religion, maintenant, le vicaire de la paroisse Sainte-Élisabeth de Yopougon à Nanera était ce dimanche l'invité de RTI 1. Le père Arnaud Traoré est venu parler de la célébration de la fête de la Toussaint qui aura lieu lundi 1er novembre. Une célébration qui contribue à l'édification du fidèle chrétien. On l'écoute. La fête de la Toussaint, c'est la fête de tous les saints, connus et inconnus, qui ont brillé par la qualité de leur vie sur la terre et qui aujourd'hui sont dans la félicité de Dieu, donc dans la gloire de Dieu. Et il ne faut pas faire de confusion parce qu'en Église, l'Église catholique parle de commémoration des fidèles défunts. Le premier, c'est la Toussaint, et le lendemain, c'est la commémoration des fidèles défunts. Donc, dans un premier temps, nous célébrons tous ceux qui sont entrés dans la félicité de Dieu, donc l'Église triomphante. Et le 2 novembre, nous pensons à ceux qui ne sont pas encore entrés dans cette félicité, mais qui sont en chemin. Et c'est l'Église souffrante, donc tous ceux qui sont au purgatoire, qui purgent une peine avant d'entrer dans cette félicité de Dieu. Il faut y croire, dans chaque milieu de vie, croire que certains ou plusieurs sont arrivés et que nous aussi, nous pouvons y arriver avec les moyens que l'Église nous donne de sanctification.
Puisqu'on parle de religion, depuis donc le 25 octobre dernier, les chrétiens ont décidé de suivre les pas des apôtres de Jésus-Christ, dont Saint Paul. Dans cette quête, ils ont sillonné les lieux saints, sur la plupart situés à l'ouest de la Turquie. Envoyé spécial en Turquie sur le Bosphore, Sidonie Davila. Les chrétiens sur les pas des apôtres de Jésus, Saint Paul et Saint Jean, en Turquie. Ce pays majoritairement musulman garde encore un pan important des vestiges de l'histoire de la religion chrétienne, des synagogues, des sarcophages, des églises et bien d'autres éléments importants de la communauté chrétienne sont bien connus de Gündür Tuğkeli. Nous sommes dans le site archéologique de Sardes, qui était la capitale du royaume de Lydie, une grande civilisation anatolienne de l'Anatolie occidentale. Ils sont entrés dans l'histoire au 8e siècle avant notre ère. 7e et 8e siècle, c'était vraiment l'apogée de cette civilisation anatolienne. Si les guides touristiques turcs ont une meilleure connaissance des lieux saints, leur implication spirituelle, elle, n'échappe pas aux hommes de Dieu venus se ressourcer. À la fin des missions de l'apôtre Paul et de l'apôtre Jean étant retiré sur l'île de Patmos, a écrit bien sûr le livre de l'Apocalypse. Et le livre de l'Apocalypse, dans ce chapitre 2 et chapitre 3, s'adresse essentiellement à cette église. Et ce sont ces 7 églises-là qu'on appelle les églises de l'Apocalypse. Et ces 7 églises aujourd'hui sont en Asie mineure. Lorsque nous venons là, et par le biais de l'État de Côte d'Ivoire et par la direction des cultes, nous venons là pour que le corps de Christ, pour que l'église de Côte d'Ivoire marche dans les pas de l'apôtre Paul et de l'apôtre Jean. Dans les cars qui transportent les pèlerins d'un point à un autre, c'est la joie. À la découverte des lieux saints, en Turquie, louanges, exhortations, prières, les chrétiens restent concentrés sur l'essentiel de leur présence sur la terre turque. Je voudrais remercier le chef de l'État et remercier la direction des cultes de nous donner cette opportunité-là de revenir sur les traces donc, de la chrétienté. Tous les sites que nous visitons nous permettent de bien comprendre l'histoire de la chrétienté, l'histoire de la Bible, et ça renforce aussi notre foi chrétienne. Aujourd'hui, quand vous regardez en Côte d'Ivoire, les églises, beaucoup d'églises, de nos grandes églises, Assemblée de Dieu, on dit Assemblée de Philadelphie d'ici, c'est ici l'origine. C'est ici que Paul a prêché. C'est ici qu'on parle de Philadelphie. Quand le Seigneur s'adresse à l'ange de Philadelphie, c'est ici. Et pour nous, en tant que pasteurs, ça nous ajoute un plus. Parce que nous ne prêchons plus ce que nous avons entendu, nous avons écouté, nous avons appris, mais nous prêchons ce que nous avons vécu. Avec les interprètes, les guides, quand ils nous expliquent les profondeurs de la chose, ça développe encore une autre conception de la chrétienté, de la foi. Ce pèlerinage des chrétiens a démarré dans l'une des villes les plus importantes de la Turquie, Istanbul, capitale de l'Empire ottoman, jusqu'à la fondation de la République turque. Souhaitons donc une agréable célébration de la Toussaint à tous les fidèles chrétiens de Côte d'Ivoire et du monde entier. C'est l'heure du 7 sur 7, le tour de l'actualité dans le monde, du lundi au dimanche. Une sélection de Moussa Konaté, commentée par Herman Guivet. Les forces armées soudanaises ont arrêté lundi dernier des dirigeants civils, parmi eux le Premier ministre, en raison de son refus de soutenir leur coup d'État. Le général soudanais Abdel Fattah al-Burhan a annoncé la dissolution des autorités de transition et a décrété l'état d'urgence. La situation au Soudan a suscité de nombreuses réactions à l'international. L'ONU et l'Union africaine ont condamné l'acte. Yamba Élysée Ilboudo, ex-soldat et chauffeur, était devant les juges mardi dernier dans le cadre du procès de l'assassinat de Thomas Sankara. Âgé de 62 ans, il a affirmé devant le tribunal militaire de Ouagadougou qu'il n'a fait qu'exécuter les ordres à l'époque. Il fait partie des 14 accusés dans ce procès. C'est le premier soldat à s'exprimer sur les détails de l'assassinat du père de la révolution burkinabé en 1987. La France a annoncé mercredi dernier qu'une interdiction de débarquement entrerait en vigueur le 2 novembre pour les navires de pêche britanniques dans des ports désignés. La mesure intervient dans un contexte de tension accrue entre Paris et Londres sur la réglementation post-Brexit de la pêche. Le gouvernement britannique les a jugées décevantes et disproportionnées.
Une délégation de la CEDEAO conduite par le président de la commission, Jean-Claude Brouet, est arrivée à Conakry jeudi dans la soirée. Objectif de cette mission, de haut niveau de cette organisation, voir avec les nouvelles autorités de la transition guinéenne, ouverte depuis le 5 septembre dernier, dans quelle mesure les accompagner pour mener à bien la transition dans les meilleurs délais. Ce que nous avons fait était maladroit et n'a pas été fait avec élégance. Des propos du président des États-Unis lors de sa rencontre avec le président français Emmanuel Macron vendredi dernier. Une rencontre en marge du sommet du G20 à Rome. C'est la première rencontre entre les deux présidents depuis l'affaire des sous-marins australiens qui avait jeté un froid sur leurs relations diplomatiques. Les dirigeants des plus grandes économies mondiales se sont réunis samedi dernier dans la capitale italienne à la veille de la COP26. Cette rencontre est la première réunion du G20 en présentiel depuis le début de la pandémie de Covid-19. Les deux grands absents de ce sommet sont la Russie et la Chine. À l'issue du sommet, les dirigeants du G20 devraient adopter une déclaration. 3 roquettes se sont abattues ce dimanche matin sur un quartier de Bagdad adjacent à l'ultra-sécurisée zone verte qui abrite des bâtiments gouvernementaux irakiens et l'ambassade américaine. Les roquettes sont tombées respectivement près d'un hôpital du Croissant-Rouge, près d'une banque et à proximité du service de gestion des eaux du district. C'est la première attaque commise dans Bagdad depuis le mois de juillet. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Demain, l'info revient à 6h30 avec Régis Kofi. Merci de rester sur RTI 1. Bonsoir et que la paix soit avec vous.